studio Maman Anguébi. Nous parlons de journée de mémoire des Bunagada à Uvira. Certes, ça fait plus de 4 ans que notre territoire est occupé par les troupes rwandaises, mais une année aujourd'hui, jour pour jour, depuis que la ville de Goma est occupée. La guerre qui frappe l'est de la République démocratique du Congo n'est pas seulement une tragédie sécuritaire et humanitaire, elle a aussi profondément fragilisé les vivre ensemble, exacerbé les tensions identitaires et mis à rude les épreuves de cohésion nationale. Ce soir, nous avons choisi d'aborder ces questions avec responsabilité, lucidité et sens de l'unité nationale. Allez, on va désormais organiser des pareils panels. Ça sera pour réfléchir des conséquences profondes de ce que cette guerre a ramené comme division en République démocratique du Congo. Une journée de mémoire, nous ne commémorons pas seulement de faits, nous interrogeons leurs conséquences profondes sur notre tissu social. La méfiance entre communautés, la montée des discours de haine, les amalgames ethniques et la stigmatisation de groupes entiers, parfois accusés collectivement des crimes qu'ils n'ont pas commis. Alors, pour ces panels de ce soir, j'ai 4 intervenants. Je commencerai par M. Patient Bachombe. M. Patient qui est dans ce temps. M. Patient, venez, on est là en direct. M. Patient Bachombe est engagé sur les questions de cohésion sociale et de paix communautaire. M. Patient, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher. Prenez place. Installez-vous confortablement. Notre deuxième intervenant de ce soir, ce sera le ministre de l'Intégration régionale, M. le ministre, venez, M. Floribert Anzoloni, qui a accepté également de venir réfléchir avec nous. Je le disais, il est ministre de l'Intégration régionale. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement. Troisième intervenant de ces panels, c'est M. Laurent Mugiraneza. J'espère que je n'ai pas massacré le nom. M. Laurent Mugiraneza est analyste des dynamiques sociales et identitaires. M. Laurent, bonsoir. Je vais vous demander de vous installer confortablement. Et enfin, M. Mambo Kawaya, qui est acteur des terrains et témoin des réalités communautaires. M. Mambo, qui va me rejoindre également sur ces plateaux ou ces panels exceptionnellement. M. Mambo, bonsoir et bienvenue. Allez, je vais vous demander de vous installer confortablement. M. Laurent, je vais vous donner ces micros. Alors, ensemble, on va essayer de réfléchir sur les conséquences de cette guerre que nous vivons depuis plus d'une année à l'est de la République démocratique du Congo. Certes, une année depuis que Goma est occupée, mais ça fait plus de 4 ans, si nous devons parler des Bunagada à Uvira, ça fait plus de 4 ans que notre territoire ou le territoire national de la RDC est occupé. Monsieur Bachombe, Monsieur Anzoloni, Monsieur Mugiraneza et Monsieur Mambo, ce qui est intéressant, ces panels, tous, vous maîtrisez très bien tout ce qui est ces questions de l'Est. La première question, M. Patient Bachombe, j'aimerais commencer par vous. 1 an que Goma est occupé, on va le dire ainsi, comment la guerre et l'occupation ont-elles transformé les relations entre communautés locales? Merci Jessie, merci de nous associer à ce panel pour contribuer en vue du retour de la paix dans la région, donc au nord, au sud Kivu et pourquoi pas à Ituri. Je voudrais aussi saluer mes co-débatteurs. Pour revenir à votre question, je voudrais d'abord affirmer que la guerre qui sévit à l'est de notre pays, principalement au nord et au sud Kivu, n'est pas une guerre ethnique. C'est une guerre qui nous est imposée par le Rwanda, qui utilise ces supplétifs de l'AFC M23, n'est-ce pas, qui ont profité de toute la fragilité qu'il y avait autour de nos communautés pour exacerber davantage
les petites tensions qu'il y avait, que certains politiciens véreux, en mal de positionnement, ont essayé d'alimenter dans nos communautés. Et donc, c'est ce que nous appelons le poison rwandais. Je crois que c'est le discours du ministre de la Communication. Et ils ont mis en avant ce discours qu'il s'agissait d'une certaine marginalisation, haine tribale contre une tribu et qui sont venus en fait pour sauver cette tribu. Et je pense que la communauté nationale et même internationale commence à prendre conscience qu'il ne s'agit que d'une certaine manipulation. Retenez que déjà, depuis 1996, lorsque le Rwanda, à travers les AFDL, ils sont arrivés déjà au Sud Kivu, ils ont parlé de la guerre de Banyamulenge. Mais quand ils ont dépassé le Sud Kivu, pour convaincre d'autres Congolais à adhérer à leur cause, ils ont changé de narratif. Pour arriver à Kinshasa, on ne parlait plus de la guerre communautaire des Banyamulenge. Ils ont commencé à parler d'une guerre de libération jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à Kinshasa. C'est pareil. Quand ils ont commencé... là, nous sommes en 97. Là, nous sommes en 96. Et actuellement, parce que si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que c'est presque les mêmes images que nous voyons, les mêmes figures. Il y en a même qui finalement, ils ont fait carrière dans la rébellion et étant utilisés par le même pays, donc le Rwanda. Et vous sentez qu'ils utilisent le même narratif. Et ces narratifs, ça vient alimenter, n'est-ce pas, un contexte où il y avait déjà des petites tensions pour qui viennent encore fragiliser ce qu'il y avait déjà comme effort que nous commencions déjà à déployer, et les gouvernements et la société civile et d'autres partenaires. Donc au niveau communautaire, il y a eu des frustrations de certaines communautés, mais après, il y a une prise de conscience qui commence à venir et les communautés comprennent qu'ils n'ont pas en réalité des conflits contre les Banyamulenge. Il y a eu quelques citoyens, je dirais, d'une communauté qui ont pris les armes et ils ont voulu convaincre tout le monde qu'ils les ont pris au nom de ces communautés. Alors que la communauté n'a jamais délégué en réalité ces gens à prendre les armes contre la nation congolaise. Donc je vais dire ici, parce qu'on a vu plusieurs fois des gens discourir en disant que voilà, c'est un problème des Banyamulenge, des Tutsis, Congolais, ainsi de suite. Non, c'est un problème économique. Donc c'est une guerre économique et géostratégique. Et où on a manipulé certaines communautés. Et il n'y a pas que les Tutsis aujourd'hui. Il y a d'autres communautés qui ont été manipulées pour s'attaquer à d'autres communautés encore, que ce soit au Nord Kivu, que ce soit au Sud Kivu. Mais finalement, on se rend compte que non, les communautés, parce qu'il y a eu un travail que la société civile et même les partenaires, l'État congolais, a commencé à réaliser pour mettre certaines communautés ensemble, parce qu'il y a aussi des dynamiques au niveau local qui essayent de rassembler les communautés autour de l'idéal de la paix, autour de l'idéal de la coexistence pacifique et chercher des solutions à leurs problèmes. Et aujourd'hui, ils commencent à ressortir très clairement que ce qui a été présenté comme, je dirais, un conflit identitaire, un conflit communautaire, n'en était pas un. Nous avons essayé de travailler sur ces dynamiques et c'est la raison pour laquelle nous avons produit cet ouvrage que je pourrais peut-être vous présenter, que nous avons produit l'année dernière avec comme thème « Bâtir la cohésion sociale, engagement et pouvoir des communautés ». Nous essayons aussi d'encadrer les communautés, de les accompagner afin qu'elles arrivent à prendre conscience et à travailler pour le retour de la paix et de la cohésion sociale. Alors, je reviendrai à vous. Je voudrais d'abord faire parler le ministre, M. Anzuluni. Vous êtes ministre de l'intégration régionale. Il y a le côté politique, défi politique, il y a le côté institutionnel. Mais je voudrais ici que vous puissiez nous dire comment éviter que les identités ethniques soient instrumentalisées dans un contexte de guerre prolongée. Si cette guerre s'est prolongée, comment éviter que les identités soient... Merci Jessie de nous recevoir. Je pense que cette initiative
est très importante, et particulièrement pour moi. Vous savez, je suis originaire du Sud Kivu, de Fizi, où se trouve aujourd'hui le cœur du conflit. Et ces questions finalement de crise communautaire manipulée, je reviendrai là-dessus tout de suite, c'est une question essentielle. Alors, il faut d'abord reposer le contexte, je pense. Est-ce que nous avons aujourd'hui affaire à un conflit communautaire ou ethnique? Comme l'a dit ici M. Bachombe, non. Il ne s'agit très clairement pas d'un conflit communautaire ou ethnique. Est-ce qu'en tant que groupe, nous avons des différends, des difficultés et parfois même des conflits, comme dans toutes les familles? Je pense que vous avez une famille, j'ai une famille, vous avez des disputes avec des frères, avec des amis. Oui, comme dans tout groupe, nous avons nos difficultés, nous avons nos différends, nous avons quelques conflits fonciers, nous avons peut-être la situation sociale et économique à certains endroits qui est difficile et donc l'accès aux ressources pose problème. Mais est-ce que cela doit nous emmener et nous emmène et devrait nous emmener à ce type de conflit, à la guerre? Je dis non. Alors, pour restituer les choses, aujourd'hui, nous avons clairement, il est clairement établi que nous avons affaire, malheureusement, à une agression. C'est-à-dire que c'est un État voisin, à la base un État frère, parce que tous les États voisins sont des États frères, qui a décidé, pour des intérêts personnels, qui sont des intérêts principalement économiques, d'utiliser et de manipuler, j'insiste, ça a été dit ici, d'utiliser et de manipuler nos faiblesses, parce que ces faiblesses existent, nous devons les reconnaître, pour défendre ses propres intérêts qui sont principalement économiques, mais aussi, d'une certaine manière, comme ils le disent, ça peut être sécuritaire, économique et peut-être même démographique. Donc ça, c'est le contexte. Maintenant, est-ce que nous pouvons arrêter ou freiner cela? Oui, parce que malheureusement, cette stratégie réussit parce que certains d'entre nous, Congolais, avons accepté de prendre part à cette stratégie. Certains d'entre nous avons volontairement, pour nos intérêts personnels, accepté d'être manipulés. C'est cela la réalité. Et dans cette manipulation-là, c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de Congolais qui font partie du mouvement que tout le monde connaît, FCM23, qui tentent de, ce qu'on dit, congoliser cette crise. Mais c'est parce que nous-mêmes, pour nos intérêts personnels, parce que nous avons des différends, parce que je n'ai pas été d'accord avec mon frère, j'accepte d'être manipulé. Alors, comment gérer cette situation-là? Je pense qu'il y a une responsabilité au niveau des leaders d'opinion. Et donc, c'est une bonne chose que je vois ici, beaucoup de leaders d'opinion, société civile, communautaire, humblement politique. Et donc, c'est à notre niveau d'abord que cette responsabilité devrait se situer. Il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'un leader d'opinion, qu'on accepte, qu'on laisse un leader d'opinion tomber dans ce genre de manipulation. Nous étions à Uvira en mission interministérielle il y a quelques mois, je crois que c'est au mois de septembre de l'année dernière, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait des massacres communautaires, des massacres de Banyamulenge, des massacres et tout ça. Et nous sommes allés avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, avec le ministre Boji de l'époque, qui était ministre, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée, avec le ministre délégué Eliezer, et avec les services de sécurité, chef d'état-major. Nous avons passé 3 jours à Uvira. Nous avons dormi à Uvira. Mais sans vouloir dire qu'il ne se passe rien, les différents interlocuteurs avec lesquels nous avons parlé avec toutes les communautés, n'ont pas été en capacité de nous démontrer qu'il y avait clairement une stratégie pour marginaliser ou s'attaquer, s'en prendre à une communauté. Mais lorsque vous entendez au niveau de la presse, au niveau de la communication, vous aviez l'impression à cette époque-là que Uvira était devenu un pogrom. Donc voilà un peu, et ça a été facilité aussi, je reviens sur mon point, par certains acteurs, malheureusement, leaders d'opinion, politiques ou non, pour des intérêts personnels, qui sont tombés malheureusement dans cette logique-là et ont servi des intérêts qui ne devraient pas servir. Donc la première des choses, c'est une question de responsabilité des leaders d'opinion. La deuxième des choses, je vais m'arrêter là, c'est une question citoyenne. Je suis un citoyen avant tout. Je crois que là aussi, nous devons, chacun d'entre nous, ce n'est pas simplement une question de leader, chacun d'entre nous doit renforcer son niveau d'amour de ce pays. Je pense que c'est une nécessité, c'est une obligation. L'amour du pays, l'amour de son prochain, l'amour de son compatriote. Je pense qu'une fois que nous, en tant que citoyens, nous allons renforcer ce patriotisme-là, je pense qu'il sera difficile pour quiconque à l'extérieur de nous manipuler. C'est comme dans une famille. Quand on s'aime malgré les divergences,
Mais il est difficile que quelqu'un qui vient de l'extérieur vienne vous manipuler pour renforcer vos divergences. Donc une question de responsabilité au niveau des leaders politiques, leaders d'opinion de manière générale, et puis une question personnelle, je crois, de chaque citoyen aujourd'hui par rapport à cette situation-là. Je vais faire parler M. Laurent, mais je voudrais quand même vous poser une petite question avec un peu plus de recul. Aujourd'hui, vous parlez des citoyens, vous êtes issu de la société civile, vous avez œuvré pendant très longtemps dans le mouvement citoyen. Aujourd'hui, au gouvernement, avec un peu de recul, vous pensez qu'aujourd'hui, le mouvement citoyen, qui sont beaucoup plus à l'Est, ne joue pas leur rôle? Non, les mouvements citoyens ne sont que finalement des relais. C'est une partie des citoyens. Ce ne sont pas les citoyens, c'est une partie des citoyens qui décident de se mobiliser pacifiquement pour porter simplement les revendications de la majorité des citoyens. C'est tout. Donc aujourd'hui, est-ce que le contexte facilite l'action de ces mouvements citoyens? Bien entendu, non. Vous aviez entendu, il n'y a pas très longtemps, certains ont tenté de faire une manifestation pacifique à Goma. Ils ont été interpellés. Donc très clairement, dans une situation de conflit et de guerre, d'agression, il est difficile aux citoyens, mouvement citoyen ou pas, il est difficile aux citoyens de s'exprimer démocratiquement, en tout cas d'exprimer démocratiquement leurs revendications. Donc le contexte ne facilite pas un engagement citoyen et un engagement démocratique. Monsieur Laurent Mugiraneza, je vais faire un effort pour bien prononcer votre nom. Comment le récit lié à la guerre ont-ils contribué à la stigmatisation de certaines communautés? Merci beaucoup pour la question. Je m'en vais féliciter d'abord cette opportunité qui nous met devant nos responsabilités, telles que l'Excellence venait de le dire. Il faudrait dire que chacun soit au moins un citoyen, un patriote, pour loin dire comme le terme actuel, c'est être Mouzaleno. Vous savez que pour parler d'abord de comment les tissus communautaires, ethniques, ont été disloqués pendant cette guerre, il faut d'abord nous remettre aussi à l'histoire. Vous connaissez que les communautés, avant 1950, nous ne savions pas qu'il y a un Tutsi, qu'il y a un Hutu, qu'il y a qui que ce soit. On savait que nous sommes un. Nous sommes tous des Congolais. Et à l'époque où nous avons vécu, c'est l'époque du Zaïre, on savait que tous nous sommes Zaïrois. Les conflits en RDC, surtout à l'Est, ce n'est pas un conflit des Congolais. C'est un conflit importé. Un conflit qui a été préparé et importé vers la RDC. Et auparavant, c'est les Zaïre. Il faut noter qu'en 1959, il y a d'abord une guerre au Rwanda qu'on appelle Kanyarwanda, qui déverse sur les Congolais des réfugiés, des Tutsis rwandais. Et à la fin de compte, après 30 ans, ces Tutsis rwandais ont été accueillis. Et en 1990, il y a encore une fois la préparation de cette guerre, c'est-à-dire en Ouganda, on prépare de récupérer les Rwandais, via Museveni qui prépare Kagame de récupérer les Rwandais. Et à la fin, en 1994, ce sont des Hutus, encore une fois, qui sont déversés en RDC. Et curieusement, tous les Tutsis, presque les Tutsis qui étaient venus, qu'on avait accueillis, ils sont rentrés au Rwanda disant qu'ils trouvent chez eux. Et après aussi, nous sommes en 2021, de toutes les guerres que nous avons vécues en 1996 et autres, vous allez voir que c'est ce cycle toujours de chercher l'identité. Mais la Constitution congolaise, en 2001, a tranché pour ces gens qui cherchaient à dire que non, nous nous battons à cause de la nationalité, on nous stigmatise, on ne nous veut pas. La Constitution a tranché et a dit non, non, tous, celui qui a été rencontré pendant l'indépendance, si le seul Congolais est Congolais. Au départ, nous n'avions pas le droit de nous battre. Cette guerre de Bunagana à Uvira, une année à Goma, nous sommes victimes, nous, de l'Est. Moi, j'ai vécu toute cette guerre. Depuis 1990, nous avons vécu. On n'a pas eu même un instant de sommeil. Je vous dis, les cœurs saignent pour certains. Mais toutes les communautés du Nord Kivu sont victimes. Au Nord Kivu, nous reconnaissons 9 communautés, on appelle 9 ethnies. Il y a les Kumu, il y a les Nande, il y a les Hutu, il y a les Nyanga, il y a les Hunde, il y a les Tois et autres. Même les Tutsis, nous nous réunissons dans une plateforme qu'on appelle Barza intercommunautaire.
malheureusement, on discute des questions du Nord Kivu. On discute les questions de la cohabitation pacifique, de la réconciliation entre nous. Malheureusement, il y a l'hypocrisie entre nous. Pourquoi? Parce qu'il y a cette manipulation extérieure. Et cette manipulation plonge certaines communautés dans l'impasse. Parce qu'il y a ceux qui adhèrent massivement à cet appel de l'extérieur. Et c'est ce qui frise la dislocation de l'union, de cette union entre les communautés au Nord Kivu. Et autant les guerres sont répétitives, sous les mêmes casquettes, conduites par presque les mêmes figures, ça rend les gens à s'interroger. Et c'est là que les gens continuent à dire non, non, il y a une telle tribu qui continue toujours à revendiquer pendant que cette tribu est même bien servie. Alors là, quand on a commencé à voir que c'est chaque fois les gens, au nom des Tutsis, que les Rwandais inventent des guerres, mais on a constaté que même chez les Tutsis congolais, et même ces sont les Tutsis ont dit non, non, nous sommes aussi victimes. Et justement, les Tutsis aussi sont victimes. Donc nous pensons qu'en analysant ce contexte de ces conflits, cette guerre est une guerre de trop. Aujourd'hui, nous avons droit d'une réparation. C'est-à-dire nous devons nous réconcilier entre nous-mêmes. Nous en appelons à toutes les ethnies du Nord Kivu, toutes les ethnies de l'Est, de ne pas prêter l'oreille à l'étranger. Parce que la vraie cause de cette guerre, ce sont des manipulations extérieures qui visent quoi? Qui visent les recherches des richesses, mais en second lieu, il y a aussi la crise de leadership. La crise du leadership, vous savez qu'en 2006, nous avons tous expérimenté la première élection. À cette première élection, il n'y avait pas de tribalisme. Le Munande a voté le Mohutu a voté le Munande. Et les députés ont promis autant de choses. Arrivé à l'hémicycle, à la rentrée en 2011, certains n'ayant pas réalisé les promesses. Chacun s'est regroupé dans sa tribu. Et aujourd'hui, les élections sont tribales, les élections sont achetées, les consciences, on se réfugie dans leur communauté par manque de projets, de société vitale. C'est-à-dire quoi? Nous sommes en face d'une crise de leadership où nous manquons les projets de société et puis nous amenons le groupe ethnique derrière nous pour dire non, si vous ne me choisissez pas, tel groupe va vous éliminer. Nous devons maintenant revenir à notre conscience, être patriotes et dire non, cette guerre nous a renseigné plus. Maintenant, nous devons nous lever comme ethnie du Nord Kivu, ethnie de l'Est de la République démocratique du Congo pour barrer la route à ceux qui nous stigmatisent, à ceux qui nous induisent en erreur. Monsieur Laurent, je reviendrai à vous tout à l'heure. Vous parlez de communauté, vous parlez de la population. D'abord, nous disons merci à Monsieur le ministre de la Communication et Médias qui nous donne cette occasion de réfléchir désormais. On ne fera pas des émissions traditionnelles comme on a dû le faire. On va commencer à organiser des pareils panels pour essayer de réfléchir. Vous parlez tout à l'heure d'une année de Goma, c'est 4 ans de Bunagana à Uvira. La semaine prochaine, ce sera une année de Bukavu. Donc, il y aura beaucoup de panels comme ça qu'on va organiser pour réfléchir. Alors, parlons communauté, Monsieur Mambo Kawaya, vous qui êtes témoin, vous vivez avec cette population. Ma première question pour vous introduire, c'est comment les communautés vivent-elles concrètement cette année des guerres et des stigmatisations? Comment ils vivent ça? Pour l'introduction, je crois, en dehors d'être peut-être quelqu'un qui maîtrise bien les questions communautaires, je suis aussi président de la société civile du territoire de Nyiragongo. C'est là où il y a toujours eu des traversées. Donc c'est le commencement peut-être de la guerre, parce que nous sommes voisins au territoire de Rutshuru. Là où en 2017, parce que nombreux aussi ne savent pas, cette guerre n'a pas commencé en 2021. Ça a commencé lorsqu'on avait abattu nos 2 hélicoptères de combat dans le secteur de Mikeno. C'est juste dans le parc national de Virunga. En fait, c'est pourquoi justement j'ai dit au début de ces panels que vous êtes toutes 4, vous maîtrisez très bien cette question parce que vous vivez avec cette guerre dans votre chair, en fait. Oui, effectivement. En fait, il n'y a pas un conflit intercommunautaire à l'Est. Mais plutôt, je dirais qu'il y a seulement de la manipulation telle que le prédécesseur vient de le parler. Parce que si vous essayez un peu d'analyser et de voir concrètement, vous trouverez d'abord qu'il y a
une communauté qui est sous une forte manipulation des pays voisins, notamment du président Kagame. Comment le constater? Vous trouverez cette communauté, même en fait, pendant la paix, lorsqu'il y a la paix, il n'y a pas la guerre. En tout cas, c'est presque toutes les communautés qui se retrouvent. Elles exercent plutôt leurs activités calmement. Certains sont des bergers, certains membres sont des agriculteurs, d'autres sont des commerçants. Donc, chacun exerce ses activités et se retrouve. Mais lorsque la guerre commence, toutes ces communautés sont perdantes. C'est-à-dire, c'est le pays qui a déclenché les guerres qui reste les seuls bénéficiaires. Et actuellement, si vous allez même à Goma, si vous arrivez dans des zones occupées par cette rébellion étrangère, vous allez le constater. Aucun Congolais, aucun membre de l'AFC ou M23 bénéficie des taxes, de l'argent, des avantages de cette rébellion. Tout est centralisé et amené chez les propriétaires de la rébellion. C'est-à-dire, même les membres de la communauté, tout ce qui exerçait facilement leurs activités au niveau local, ils n'arrivent plus à les faire. Donc, même s'ils sont en train de le faire, mais ils sont aussi taxés et ils ne bénéficient pas comme ils bénéficiaient à l'époque où le gouvernement gérait la question. Mais avant que la guerre se déclenche, qu'est-ce qui se passe d'abord? Vous allez trouver, d'abord, même que ce soit du point de vue organisationnel, vous organisez les groupes sociaux, par exemple la société civile, les bars intercommunautaires, les groupes de jeunes, ou je ne sais pas, les comités de santé, tous ces consorts, vous ne trouverez jamais les membres de cette communauté dans ces groupes-là. Pourquoi? Alors que chaque fois, les membres d'autres communautés ont toujours soulevé cette question comme problème. Si vous allez même dans des activités, des salons communément, donc de chaque samedi, vous ne les trouverez jamais parmi vous en train d'exercer ces activités. Et même pendant la guerre, vous verrez les membres d'autres communautés, les familles en train de fuir et se concentrer dans des camps, de déplacer là où il y a d'autres communautés. Mais les membres de cette communauté-là, notamment la communauté Tutsi, pendant la fuite, elles préfèrent aller et traverser même la frontière jusqu'au Rwanda. Pourquoi? C'est ça la stratégie que le Rwanda a déjà mis en place, parce que le Rwanda a besoin de voir ces gens-là chaque fois à côté de lui et pour s'en servir comme un motif, comme quoi, non, si vous voyez cette communauté ici, c'est parce qu'elle est marginalisée, elle a été poursuivie, elle est en danger, il y a les Wazalendo qui cherchent ses membres, je ne sais pas quoi. En fait, si vous essayez de percer dans la profondeur, vous trouverez que c'est du mensonge pur et simple. Parce que moi-même, en 2023, notamment c'était du 16 au 20, j'étais à Kichanga. L'exemple que son Excellence le ministre fait de donner ici, Uvira, c'est le même exemple que moi j'ai vécu. Du 16 au 20, on était parti avec les barges intercommunautaires, avec l'appui de la MONUSCO, à Kichanga. Donc en fait, il y avait des accusations, ça c'était avant la chute de Kichanga. Kichanga, c'est vraiment l'agglomération qui regorge beaucoup de Tutsis, comme Kilori aussi. Donc c'est dans le territoire de Massissi. On était parti là-bas parce qu'il y avait autant d'accusations comme quoi, oh non, les Tutsis sont marginalisés, sont tués. Là, souvent, ce sont des accusations supportées par des médias, relevées par des médias rwandais et par leurs communicateurs, parce qu'ils ont une brigade numérique très forte. Ça, il faut les reconnaître, parce qu'en tout cas, ils s'étaient bien préparés. Arrivé là-bas, qu'est-ce que nous, on avait raconté? On avait trouvé qu'il n'y avait aucun cas de violation des droits humains perpétrés contre les membres de la communauté Tutsi. Par contre, d'autres communautés nous avaient dit quoi? Nous vivons ici avec nos frères, ils ont des moyens, ils ont assez de vaches, des milliers de vaches, mais vous pouvez sillonner tout Kichanga, tous les territoires de Massissi, et vous ne verrez jamais une seule maison construite par un leader ou un membre de la communauté Tutsi. Je pense que c'est pareil même ici à Kinshasa, c'est pareil même à Goma, c'est pareil même à Bukavu.
Vous ne verrez jamais que ça, c'est une alimentation, ça, c'est une boutique, ça, c'est un magasin, ça, ce sont des véhicules, ça, c'est une entreprise montée, créée par les membres ou un membre de la communauté. C'est pourquoi, lorsqu'ils sont manipulés, bon, ils se disent, bon, nous avons d'abord rien que nous allons perdre, comme d'autres communautés, et ils acceptent directement, et ils commettent des gaffes. Mais je ne dis pas que c'est toute la communauté. Je dis bien. Mais c'est justement ce que je voulais dire. La plupart de cette communauté se sentent plus en sécurité au Congo qu'au Rwanda. Bon, oui, je dirais oui, parce que même pendant la calmie ou soit pendant la paix, ils se retrouvent aussi. Ils bénéficient. Mais le mal est qu'ils ont des promesses comme quoi les Rwandais sont en train de travailler pour la création d'un État indépendant pour eux. Donc, c'est-à-dire la balkanisation. C'est pourquoi vous verrez presque tous les officiers, les leaders, tout ça, les grandes personnalités comme Moïse Nyarugabo aujourd'hui, quelqu'un qui fut sénateur, député dans ce pays, en train de faire je ne sais pas quoi que ce soit. Donc, ils sont en train de courir derrière un État indépendant, en dehors des richesses. Qui n'arrivera jamais d'ailleurs, de toute façon. Voilà. Qui n'arrivera jamais. Alors, je vais revenir à vous. On sent que vous êtes vraiment en société civile. Vous parlez avec ce qui vous touche. Mais je vais quand même faire parler, monsieur le ministre, que vous êtes ministre de l'intégration régionale. Je vais me poser juste une question comme ça. En quoi les tensions ethniques constituent-elles un défi majeur pour l'intégration régionale? Non, c'est un défi. Les tensions ethniques, je dirais plutôt en quoi le contexte actuel constitue cela. Juste peut-être nuancer, je pense qu'il est important dans ce genre de débat de nuancer ce que notre frère vient de dire. Cette manipulation ne se limite pas à une communauté. Il est important de le dire, je pense que mon compatriote le pense également. Toutes les communautés finalement sont manipulées. C'est comme ça que j'ai parlé depuis le départ de patriotisme et de la citoyenneté de chacun d'entre nous. Donc toutes les communautés, quand vous regardez aujourd'hui la FCM 23, est représentée, la tête aujourd'hui de l'AFC est très clairement d'une communauté qui n'est pas du tout celle-là. Donc il est important de nuancer. Et d'ailleurs, ils recrutent même dans la population congolaise. Tout à fait. Alors ça, c'est une chose. Deuxième chose, oui, ça fragilise fortement, cette situation fragilise fortement l'intégration régionale. Tout simplement parce que l'intégration régionale, c'est faciliter finalement les déplacements des personnes, des biens, et même des services entre les différents États de la région, ce qui nécessite bien évidemment un minimum de sécurité et de stabilité. Mais aujourd'hui, c'est un État de cette région qui bénéficie et profite de cette intégration régionale, qui est à la base de ce conflit et qui est à la base de la manipulation qui est aujourd'hui faite en termes au niveau de ces différentes communautés. Donc oui, il y a une fragilisation, d'autant plus que ce comportement de ce pays voisin a impliqué justement d'autres pays voisins dans ce conflit. Vous avez aujourd'hui le Burundi qui est également impliqué, qui est un pays frère, qui est à nos côtés pour combattre finalement cette tentative cette invasion dont le pays est victime, qui aujourd'hui également vit des moments difficiles parce que, comme vous le savez, il y a aussi les deux mêmes communautés finalement qu'on retrouve au Rwanda, on les retrouve également au Burundi. Donc ces tensions ont quitté la RDC pour également être manipulées partiellement au niveau du Burundi et d'autres pays sont également impliqués. Donc oui, ce conflit, cette situation fragilise non seulement la RDC, mais fragilise de manière générale, je pense, la région. Alors la RDC, comme vous le savez, est pourtant engagée dans plusieurs processus pour renforcer cette intégration régionale. Lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est rendre visite à tous les pays voisins. Je pense que beaucoup de Congolais avaient d'ailleurs estimé que c'était précipité, ne comprenaient pas ces initiatives, mais ces initiatives ont été prises. Nous avons, en tant que pays, tenté de collaborer avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec tous les pays voisins. Nous avons ouvert, entre guillemets, nos bras, mais malheureusement, cela n'a pas suffi parce que, en bout de ligne, ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation actuelle, qui est créée par un pays voisin, est en réalité une question de survie pour ce pays. C'est une stratégie, c'est une vision qui a été clairement élaborée. Maintenant, il faut contraindre ce pays voisin
le contraindre à mettre un terme à cette stratégie et à cette vision. Et cela impose non seulement que nous, Congolais, soyons mobilisés, mais ça impose également que nous mobilisions les autres dans la région. C'est ce que nous faisons, nous tentons de faire, en faisant comprendre aux uns aux autres que c'est dans la paix et dans la stabilité que nous allons tous bénéficier, parce que c'est ça le cœur du problème, nous pourrons tous bénéficier de manière équitable, de manière respectueuse, de manière équilibrée des ressources, des multiples ressources dont regorge la RDC, parce que c'est le cœur finalement de ce conflit qui s'est aujourd'hui régionalisé. Donc nous avons plusieurs initiatives, nous avons, vous l'avez vu, nous avons pris la tête de la CIRGL, où nous avons encore une fois insisté sur l'intégration économique. Nous avons été signés, malgré le conflit, un accord économique avec le Rwanda qui est conditionné, attention, par le retour à la paix et le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Mais encore une fois, la RDC est ouverte, est disposée et disponible. Nous ne voulons pas, nous, en tant qu'État, la guerre. Nous voulons la stabilité, la paix. Et, bien évidemment, cela doit se faire dans le strict respect des uns et des autres. Voilà. Monsieur Patient Bachombe, vous ne craignez pas qu'aujourd'hui, cette mémoire de guerre puisse se transformer en rancœur collectif après la guerre? Vous savez, comme le ministre vient de le dire, évidemment, au niveau régional, il y a eu un discours, je vais dire une opinion que nous avons pu détecter et qui ne comprenait pas les causes profondes de la guerre. Raison pour laquelle, d'ailleurs, nous, au niveau de la société civile, nous sommes allés au niveau régional pour rencontrer nos collègues de la société civile, que ce soit ceux du Burundi, de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie et même de la Zambie, pour leur présenter les vraies causes de la guerre. Parce qu'on leur disait qu'au niveau du Congo, nous n'aimons pas une communauté. C'est ça le discours qui a traversé toute la région. Et il était question pour nous, de la société civile, de renverser ce discours et de présenter les choses telles qu'elles sont. Et donc, revenant sur votre question, oui, il y a certaines personnes qui estiment qu'il faut se venger, vous voyez, avec la rancœur. Il y en a. Mais cette rancœur-là devrait être laissée à la justice. Je pense qu'il faut qu'il soit connu dans ce pays que toute personne qui prend les armes contre la République, c'est un crime. Et la communauté ne peut pas revendiquer une telle personne. Et la justice a un rôle à jouer, quoique nous parlons de la réconciliation, quoique nous parlons du dialogue. Et d'ailleurs, c'est là que je soutiens la position du chef de l'État qui a dit qu'on ne peut pas dialoguer avec ceux qui ont pactisé avec les ennemis. Nous venons de produire un rapport récemment sur les crimes qui ont été commis depuis une année, mais c'est plus d'une dizaine de millions, des milliers de nos compatriotes dont la vie a été fauchée. Vous imaginez? Je vois les images en face de moi et heureusement, derrière notre panel, il y a des images. Quand vous regardez combien les tissus sociaux et économiques est vraiment sérieusement entamé, on se pose la question, comment on va reconstruire encore? Donc, très sincèrement, on doit laisser cette question à la justice, n'est-ce pas, de pouvoir se venger, mais je dirais aussi aux victimes de garder les preuves, de conserver les preuves et d'avoir foi qu'il y aura un jour la justice. Il y aura la justice et c'est là que je voudrais vraiment interpeller la communauté congolaise, surtout ceux qui pensent qu'on doit faire table rase et on oublie tout ce qui s'est passé et on reconstruit, on revient à la case de... Non, plusieurs fois on a fait des dialogues, plusieurs fois on s'est mis autour d'une table, mais on a sacrifié la justice à l'autel des négociations et on est revenu à la case des deux parts. Imaginez-vous depuis 2001 ou 2002, après Sun City 2003, mais 23 ans plus tard, on revient avec le même discours, avec les mêmes acteurs, je venais de dire, qui ont fait carrière. Donc il y a des gens
qui ne peuvent plus mener une vie normale. Mais à vous entendre parler, je suis désolé de vous interrompre, mais à vous entendre parler, monsieur Laurent, quand j'entends M. Bachombe parler, je me dis il risque d'être difficile de construire une mémoire collective qui apaise que qui oppose. Parce que là, finalement, nous risquons de rester dans cette opposition pendant très longtemps, même après la guerre. Non, c'est possible. On va construire cette mémoire. Mais lorsque nous parlons de la justice transitionnelle, parce qu'on ne peut pas construire la mémoire, n'est-ce pas, en oubliant certains aspects des piliers essentiels. Et je crois qu'on ne doit pas être réfractaire, n'est-ce pas, à la justice. Aujourd'hui, nous avons un programme très intéressant, le PDDRCS. C'est un programme que le gouvernement a mis en place, n'est-ce pas, pour la démobilisation et la réinsertion communautaire et la stabilisation. Mais ces gens, quand ils vont retourner, quand ils seront démobilisés après la guerre, ils vont retourner où? Ils vont retourner dans les communautés. Est-ce que les communautés vont oublier? Eux, ils ne vont pas oublier, mais on doit mettre en place un mécanisme de réconciliation, n'est-ce pas, et de vérité. Parce qu'on ne peut pas parler des mémoires sans vérité. Mais la question, M. Laurent, la question aujourd'hui, je repose même la même question, il sera difficile de reconstruire une mémoire collective qui a... Parce qu'à un certain moment, on doit arriver à cela, à apaiser les tensions. Alors, il sera difficile de reconstruire une mémoire collective qui apaise, qui oppose. Merci beaucoup pour la question. Votre inquiétude n'est pas fondée, d'autant plus que les Congolais, au long des âges, même si nous avons vécu des horribles attaques, de meurtres, des génocides, ce n'est pas aujourd'hui qu'on est tué par ces manipulateurs. Mais les Congolais se sont levés et ont cru à l'union toujours. Je vous ai dit tantôt qu'au Nord Kivu, toutes les communautés s'unissent et parlent. Même au moment où je vous parle, ils sont ensemble. Donc il y a espoir. Mais nous devons revenir à une chose. Ce qui a tué ce pays, c'est cet amalgame justement où nous devons comprendre que ceux qui ont plus tué, ce sont ceux qui sont bénéficiaires des avantages dans ce pays. Ça doit cesser. Nous devons vraiment pratiquer la justice. Et la population ne sera soulagée que par la justice. Et ne vous en faites pas. Dans chaque tribu, dans chaque ethnie, il y a une brebis galeuse. Et chaque tribu veut voir la sanction à cette brebis galeuse. Et lorsque nous avons un pouvoir, demain ou après-demain, on nous amène à la négociation avant que prenne fin cette guerre, et puis c'est la récompense aux criminels. Voyez-vous ce qu'ils ont fait à ce que je fasse une année loin de ma famille, que c'est à eux que je commence à appeler des excellences, pendant que ce sont eux qui ont marché sur les cadavres. Moi, si je peux vous compter, depuis 1990 à nos jours, combien de mes parents sont morts, si je vous raconte les tragédies dans lesquelles ils sont tombés sur le champ de bataille, vous n'allez pas me demander de pardonner. Mais on oublie tout ça, les pardons. La réconciliation est possible, mais que nous ayons des garanties. La justice transitionnelle, nous avons la vérité, nous parlons de vivre ensemble. On doit réfléchir, nous sommes en train de réfléchir, de vivre ensemble. M. Anzoulouni, M. Bassonga, M. Bachombe, on est en train de parler de vivre ensemble. À un moment donné, les discours d'âme devront tout laisser de côté et parler réconciliation, vivre ensemble, M. Anzoulouni. Mais comme ça a été dit ici, je pense qu'il est clairement établi ici que les Congolais n'ont pas de problème pour vivre ensemble. Nous vivons ensemble depuis toujours sans aucun problème. Mais la blessure reste ouverte, c'est ça le problème. Absolument. Mais tout cela, c'est-à-dire que la blessure qui est liée à ces conflits ne peut se résoudre que par étapes. La première des choses, c'est l'identification des causes profondes, comme on aime à le dire, de ce conflit. La deuxième des choses, c'est effectivement mettre fin à l'impunité. D'une manière ou d'une autre, c'est ce que nous avons vécu ici depuis des décennies, l'impunité totale par rapport à des actes extrêmement graves qui sont commis par des Congolais et par d'autres nationalités. C'est inacceptable. Donc oui, vivre ensemble, penser nos blessures par rapport à ce qui se passe, mais ça commence d'abord par la première des choses, le pays voisin, pays frère et agresseur doit quitter le territoire congolais. Je pense qu'il faut dire les choses clairement. Je ne vois pas comment on crée une réconciliation ou en tout cas on gère cette question des frustrations liées au conflit sans cela. Ce pays doit quitter
le territoire congolais. Et ensuite, les blessures qui ont été manipulées et renforcées dans le cadre de ce conflit, je n'ai aucun doute que les Congolais seront en mesure de penser ces blessures-là et de renforcer la cohésion entre nos différentes communautés. Mais aujourd'hui, il y a un amalgame. On donne l'impression, on parle de discours de la haine pendant que nous sommes agressés. Il y a un pays voisin qui est là, sur notre territoire. Donc comment voulez-vous aujourd'hui avoir une cohésion pendant qu'il y a un pays voisin, qui a des militaires qui tuent sur notre territoire, au vu de tout le monde? Il parle de protéger une communauté qui est marginalisée. Exactement. Et cette communauté qui est marginalisée, qui est elle-même, en tout cas une partie, moi je vois beaucoup de membres de cette communauté. J'étais encore avec mon frère le ministre Guy Saro il y a 2 ou 3 semaines, qui ne se reconnaissent pas du tout dans cette rébellion, pseudo-rébellion, et dans cette agression. Donc la première des choses aujourd'hui, c'est que ce pays qui nous agresse doit quitter, et ça c'est l'urgence première, quitter le territoire congolais. Et je pense que je suis convaincu, je ne le pense pas, que les Congolais vont ensuite discuter, se mettre autour d'une table pour penser ces blessures-là, penser les plaies et renforcer la cohésion et travailler pour la construction ou la reconstruction de notre pays. Monsieur Correa, je vais revenir à vous. On va parler des leaders communautaires, religieux ou autres. Parlons des vivre ensemble. Quel est le rôle qu'ils doivent jouer? Bon, d'abord, je peux vous rassurer que, en tout cas, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, les communautés du Nord Kivu ont quand même confiance que la justice fera son travail dans les jours à venir, même après la guerre. Ça, c'est un. Deuxièmement, les leaders communautaires ont un grand rôle à jouer, surtout après la guerre, pas pendant la guerre, parce que pendant la guerre, d'abord, c'est le gouvernement, donc c'est l'armée, c'est la diplomatie, qui doivent vraiment faire leur travail. Mais après la guerre, ce sont des leaders qui vont vraiment avoir des tâches lourdes plutôt pour réconcilier, à mettre ensemble toutes ces communautés et pour qu'il n'y ait pas quand même de représailles. Parce que actuellement, avec... vous savez que cette guerre, c'est parmi des guerres, donc c'est la guerre qui a connu beaucoup de pertes aux autres communautés. Ça, je l'ai dit parce que c'est presque chaque jour que nous comptons quand même des morts. Donc des gens sont tués presque chaque jour. Et heureusement, les organisations de la société civile et aussi avec la dynamique de son Excellence, ou soit du gouvernement actuel, avec le ministre des Droits humains, avec le ministre de la Justice, je crois qu'il y a même des procès qui sont déjà engagés contre les pays agresseurs, notamment à Arusha, donc contre le Rwanda. Et à l'interne aussi, il y a quand même le monitoring qui s'effectue, donc le monitoring des cas de violations des droits humains qui sont perpétrés par les Rwandais sur le territoire congolais. Donc tout ça, c'est pour constituer déjà la base, c'est-à-dire la base des données qui seront peut-être versées ou ce qui sera versé auprès de la justice. Donc ça, nous avons vraiment l'espoir. Mais côté leader, mais aussi les responsables ecclésiastiques, je crois qu'il y a aussi quelque chose aussi quand même, nous ne pouvons pas passer sans pour autant parler. Par exemple, les comportements qu'affichent certains responsables religieux actuellement qui semblent, ou soit qui sembleraient plaider pour les causes de la rébellion, pour les causes du pays voisin, dans les pays agresseurs, un responsable religieux qui n'arrive pas vraiment à citer nommément le nom de l'agresseur, un responsable religieux qui n'arrive pas à compatir même avec ses fidèles qui sont en train de perdre presque tous les jours leurs membres de famille. Je crois ces genre aussi des responsables religieux, nous ne devrions pas compter sur eux. En tout cas, il faut du sérieux, mais aussi il faut qu'il y ait renforcement de l'autorité de l'État cette fois-ci. Parce que ce que nous, on vivait à l'Est, c'est ce qui a fait que les pays voisins en profitent chaque fois. Vous verrez parfois des administrateurs, en tout cas permettez, amorphes, qui n'étaient pas en mesure de résoudre même un simple problème. On était en face de certains... Donc, plusieurs autorités qui n'étaient pas vraiment en mesure de résoudre le problème. Pourquoi? Parce qu'il y avait la donne politique qui exagérait parfois et qui donnait des injonctions
à la place de résoudre des problèmes et de prendre des mesures en faveur de la République. Alors, la question, je vais poser une question transversale, on va pratiquement terminer ces panels, une question pour tout le monde. Ma question est des actions concrètes et immédiates pour éviter les discours de haine. On commence par M. Bachombe. Quelles sont les actions concrètes et immédiates qu'on peut initier pour éviter ces discours de haine? Alors, moi, je pense que nous devons continuer le monitoring qui se fait, qui a commencé il y a quelques temps pour décourager, pour identifier d'abord ceux qui distillent ces discours de haine et qui essayent de diviser les communautés, surtout pendant la guerre. Il faut les identifier et il faut que la justice s'en charge. Mais aussi, il ne faut pas oublier, nous avons proposé une loi, je crois qui était portée par un député, Gary Sakata, pour renforcer la peine, n'est-ce pas, des auteurs des discours de haine. Nous avons pensé qu'il fallait un standard comme celui, n'est-ce pas, des 6 outils, n'est-ce pas, des rabats, pour pouvoir sanctionner sévèrement, parce que la disposition qui était appliquée dans notre pays date, je crois, de 1969 et ne prévoyait même pas une peine privative de liberté. Donc maintenant, il faudra que cette loi soit rapidement votée au Parlement. Elle a été introduite, malheureusement, elle n'a pas fait bonne route. Il faut vraiment qu'elle soit prise au sérieux dès la rentrée parlementaire, afin que les juges, lorsqu'ils vont commencer à sanctionner, ils puissent, n'est-ce pas, bien sanctionner. Il faut aussi que... c'est que les amis ont parlé ici du dialogue. On a parlé de dialogue. Je pense, à mon avis, que cette histoire de dialogue aussi commence à diviser le pays. Il faudra effectivement que d'abord l'urgence soit, n'est-ce pas, les retraits des troupes rwandaises du pays, pour que nous puissions maintenant bien regarder la question et pouvoir faire passer au travers le programme PDDRCS, n'est-ce pas, les ex-combattants, n'est-ce pas, pour qu'ils soient réinsérés, n'est-ce pas, dans la communauté, pour des Congolais, n'est-ce pas, mais pour les étrangers qui seront déjà partis dans leur pays d'origine. Et nous parlons de la justice transitionnelle. On doit mettre en place la justice, le mécanisme de la justice transitionnelle comme une loi, n'est-ce pas, pour qu'elle doit s'appliquer urgemment. Dans le cadre de notre livre, nous avons même proposé la mise en place des ombudsman. C'est une approche qui a été, n'est-ce pas, c'est une approche qui a été prise par exemple, des pays comme le Burundi, et qui a repensé, n'est-ce pas, les blessures de la guerre, et c'est un médiateur interne qui a travaillé aussi sur des frustrations, sur la réconciliation. Voilà ce que nous pouvons donner comme piste. M. Laurent Mugiraneza, comment faire? Mon ami, je commence d'abord à féliciter le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, et son gouvernement, qui ne ménage aucun effort pour que cessent les discours de haine en RDC. Mais la loi fondamentale de la RDC dit ceci. Je pense à l'article 6.9, c'est pas 9, c'est 8. Tous les citoyens naissent égaux. C'est-à-dire quoi? S'il y a quelqu'un qui fait du mal et qu'on les nomme ainsi, c'est un discours de haine. On a comme l'impression qu'il y a les gens qui sont permis de tuer au tas de milieux et que les autres n'en disent rien. Je vous donne un exemple. Chez moi, en août, en 2025, en août, juillet, on tue plus de 315 cultivateurs. C'est un rapport documenté par Human Rights Watch. Ceux qui les ont tués, on les connaît. Qu'on ne dise rien, mon ami. Donc il y a des humains et d'experts humains. C'est ça le problème. Deuxièmement, vous avez un cas de ZADF. Si réellement vous appelez les acteurs de ZADF et vous leur demandez pour qu'est-ce qu'ils veulent en RDC pour tuer les Congolais au Grand Nord, à Ituri, depuis 2014 jusqu'à présent, ils vont vous dire quoi? Parce qu'ils sont censés tuer en Ouganda où ils doivent récupérer leur pouvoir.
Mais aujourd'hui, hier ils ont tué, avant-hier ils ont tué. Vous tuez des simples citoyens. Qu'on dise que les ADF sont mauvais, c'est un discours de haine. Ce qu'il faut, mon ami, c'est un état de droit. Nous devons appliquer la résolution 2773. Le monde ne doit pas se moquer de nous. On ne doit pas chaque fois nous imposer. J'ai vu même que c'est souligné dans la cour de Washington, éviter les discours de haine. Qui sont les promoteurs de ces discours de haine? Ça coûte quoi de dire au Rwanda de quitter la RDC? Ça coûte quoi à la communauté internationale? Nous avons vu le Washington aller prendre, si c'est Miduro, un président et l'amener à Washington. Qu'est-ce qui leur empêche de rappeler Kagame? Qu'est-ce qui leur empêche de prendre Makenga, Enanga, à Goma et de laisser les gens à l'aise? Vous voyez les gens continuer toujours à vivre comme ça. Vous ravissez les gens le droit de vivre. Vous ravissez, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de banque. La communauté congolaise à l'Est, même ici nous souffrons de ça. Les gens qui doivent quitter notre territoire, un seul mot suffit et nous souffrons de l'hypocrisie internationale. Même si on doit nous dire que nous avons notre responsabilité, je vous dis, messieurs, il faut que la justice soit faite. Il y a une règle, les Rwandais doivent partir et nous laisser, nous les Congolais, jouir du bien de notre pays. Et aussi, j'ajoute, il n'y a pas de sang précieux que le sang des autres. Alors, le ministre de l'Intérieur va conclure, mais M. Kawaya, la même question pour vous également. Comment faire action concrète pour bannir les discours de haine? Merci beaucoup. D'abord, il faut mettre fin à la guerre. Ça, c'est un. Deuxièmement, les victimes ne doivent pas être sécurisées par leurs bourreaux demain. C'est-à-dire avec ce qu'on est tenté de vivre aujourd'hui, Doha, Qatar et consorts. Demain ou après-demain, vous pouvez nous dire que non, on a intégré certains criminels dans l'armée, dans la police, je ne sais pas quoi. Ça, en tout cas, on n'est pas d'accord. Troisièmement, le dialogue doit s'effectuer après le retrait des troupes rwandaises telles que le président l'a souligné. En tout cas, ça c'est vraiment inévitable. Donc, dire qu'aujourd'hui vous allez organiser les dialogues, nous savons que les dialogues, ceux qui réclament le dialogue, c'est juste pour faire traîner les choses, pour que les 1-23 s'éternisent, les Rwandais puissent bien s'installer et aller jusqu'à Kalemi, pendant que nous, on sera en train de se distraire avec des histoires de dialogue et consorts. Parce que même si vous amenez le président Fayoulou, il y a les dialogues, je ne sais pas qui, ces leaders-là, les Katumbi et les autres. Après les dialogues, est-ce que le Rwanda va faire sortir ces éléments? Est-ce que c'est Fayoulou qui a fait créer cette rébellion? Je crois que c'est une distraction pure et simple. Nous ne devons pas nous laisser distraire dans cette histoire de dialogue. Et enfin, les discours de haine, c'est d'abord le Rwanda qui en est l'auteur, et non les Congolais. Mais l'action concrète aujourd'hui, c'est pour éviter ce discours. Pour éviter, oui. Avant la guerre, il n'y avait pas les discours de haine. Donc, nous devons mettre fin à la guerre pour voir maintenant qui est le vrai auteur des discours de haine. Merci. D'accord. Monsieur Anzoulouni, vous êtes ministre de l'intégration régionale. Tout à l'heure, on a posé la même question à tout le monde. Comment faire pour éviter les discours de haine? Mais moi j'ajouterais pour vous, est-il possible de reconstruire l'unité nationale à l'est de la RDC? Alors moi, la question, je la poserai différemment. Je dirais plutôt comment faire pour que nos compatriotes, éviter que nos compatriotes ne tombent dans le piège, dans la manipulation qui amène certains d'entre eux à avoir ce genre de discours. Il n'y a pas, je pense, on l'a dit ici depuis le départ, il n'y a pas un discours de haine préparé par les Congolais par une communauté congolaise contre une autre communauté congolaise. Mais la crainte risque que le vivre ensemble risque d'être compliqué. Donc la première des choses, c'est qu'il faut que la conscientisation, et moi je l'ai dit un peu tout à l'heure, des leaders d'opinion, c'est la première des choses. Les leaders d'opinion sont suivis par la masse. Il est important que les discours, les positions, les propos que ces leaders d'opinion prennent soient des positions et des propos responsables qui évitent que nous tombions dans cette manipulation. Donc il faut conscientiser davantage ces différents leaders d'opinion, politiques, citoyens, société civile et autres. Il faut les conscientiser davantage pour ne pas tomber dans ce piège. La deuxième chose, je l'ai entendu ici, c'est l'impunité. Nous devons sanctionner ce type de discours sévèrement. Nous ne pouvons pas laisser ce genre de discours parce que cette manipulation-là, nous avons entendu, cette manipulation-là emmène des discours qui renforcent finalement notre agresseur, notre ennemi.
Là aussi, je tiens à nuancer, quand on parle, on a beaucoup parlé ici du Rwanda, mais il faut préciser, c'est un régime qui est à la base de ce qui se passe. Ce n'est pas toute la population rwandaise. C'est important de nuancer également. C'est ça la responsabilité. Les actes qui sont posés aujourd'hui sont posés par un régime qui a une stratégie, une vision, malheureusement, qui est à la base du conflit que nous avons aujourd'hui. Donc, premièrement, il faut responsabiliser et conscientiser. Deuxièmement, il faut sanctionner très fortement. Et puis, troisièmement, entre nous, il faut que nous aussi, entre Congolais, nous faisions en sorte que nous ne soyons plus aussi vulnérables vis-à-vis de ce genre de manipulation. Donc, nous devons renforcer l'esprit patriotique congolais, c'est très important. Et ensuite, bien évidemment, faire en sorte que nos relations, renforcer tout type d'activité ou type d'action qui renforce les liens entre les différentes communautés, entre les citoyens et non pas qui divisent. Voilà. Et donc, tout ce qui divise, nous devons faire en sorte de les réduire au maximum pour renforcer ce qui nous unit. Voilà. Merci, M. Anzoulouni. Je rappelle que vous êtes ministre de l'intégration régionale. On prépare à ces panels, mesdemoiselles, M. Patient Bachomé. Je rappelle, j'ai bien prononcé le nom, j'espère. Hein. Je rappelle que vous êtes engagé sur les questions de cohésion sociale et de paix communautaire. M. Laurent Mugiraneza, vous êtes analyste de dynamique sociale et identitaire, ainsi que M. Mambo Kawaya, acteur de terrain et témoin des réalités communautaires. Donc, monsieur